Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews et sur Europe 1. Nous allons parler de la situation en Ukraine. Nous sommes avec Vincent Herouet, journaliste à Europe 1. Bonsoir mon cher Vincent. Bonsoir, Gilles Montré est avec nous, essayiste, ancien diplomate à Moscou, auteur de ce livre « Démocratie, rendons le vote aux citoyens » chez Odile Jacob. Nous sommes avec maître Gilles-William Goldnadel. Bonsoir, avocat. Et avec Christian Proto, bonsoir, fondateur du GIGN. L'horreur dans les rues de Boutcha. S'agit-il du massacre de trop en Ukraine? En tout cas, tout le monde est horrifié par ces images de corps de civils qui jonchent les rues de cette ville aux alentours de Kiev, une ville qui a été libérée par les forces ukrainiennes. Le président Zelensky s'est rendu cet après-midi dans les rues de la ville pour constater de lui-même les atrocités commises. Récit de Marine Mulsey. Des images rares, Volodymyr Zelensky sur le front. En gilet pare-balles et accompagné de militaires, le président ukrainien est venu constater les dégâts dans la ville libérée de Boutcha, dévastée par les combats. Devant plusieurs médias, il a accusé la Russie d'exactions sur son peuple. Ce sont des crimes de guerre et ils seront reconnus par le monde comme un génocide. Vous êtes ici et vous pouvez voir ce qui s'est passé. Nous savons que des milliers de personnes ont tué et torturé, déchiré des membres, violé des femmes et tué des enfants. À travers son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, la Russie nie avoir tué des civils et accuse l'Ukraine de mise en scène à destination des médias occidentaux. Les militaires russes ont complètement quitté la ville le 31 mars. À cette même date, le maire de Boutcha a déclaré solennellement que tout était réglé. Et 2 jours plus tard, nous avons vu cette mise en scène dans les rues, qui est maintenant utilisée pour miner la Russie. Samedi, des dizaines de corps avaient été retrouvés dans les rues de Boutcha, après la libération de la ville par les forces ukrainiennes. Voilà pour le récit de Marine Mulsey. Vincent Herouet, il y a des corps de civils, des gens les mains attachées dans le dos avec des chiffons blancs, il y a des gens sur des vélos, il y a des gens dans des voitures. Ce sont des crimes de guerre pour vous, il n'y a pas de doute. Et qui les a commis, ça, on le saura un jour? Sûrement oui, parce qu'une enquête va être diligentée, précise. Alors, en général, le problème, c'est que l'émotion que suscite ce genre de spectacle est immédiat, et alors que l'enquête prend du temps, tout le monde a complètement oublié, d'ailleurs, c'est tombé dans l'indifférence absolue, les enquêtes qui ont été menées, par exemple, après les massacres de civils présumés au Kosovo, et l'ouverture de quelques charniers, et on était resté sur des chiffres absolument astronomiques de 100 000 morts. Au bout du compte, il y en avait 3 000 peut-être, au maximum, et mêlant aussi bien les Kosovars que les albanophones, que les Serbes et que les Roms. Donc, l'enquête, il y a une émotion qui est considérable. Il y a à l'évidence des exécutions sommaires sur des civils. Tout incrimine l'armée russe qui s'est repliée. On sait que c'est une armée brutale. On sait que quand une armée se replie, elle est à la fois dans la peur et dans une espèce d'esprit de vengeance qui fait que quand elle est livrée à elle-même, elle commet toutes sortes d'exactions, que ce soit la terre brûlée ou carrément du terrorisme, en tout cas une politique de terreur. Donc évidemment, la cause est belle. Cela dit, et par ailleurs, en face, quand on écoute le ministre Lavrov, qui exhibe donc l'interview du maire de cette ville qui a été faite 2 jours avant, et qui disait qu'il se réjouissait de la libération de la ville et qui ne parlait pas d'exaction, on a du mal à le suivre et à le croire parce que, d'abord, il y a énormément de fake news. Moi, je suis bombardé depuis 24 heures de toutes sortes de récits plus ou moins imaginaires. Que par ailleurs, les Russes ont toujours menti, beaucoup menti. Je vous rappelle que quand même le massacre de Katyn a été enfin reconnu par les Russes, jamais par les Soviétiques. Ça date des années 91. Voilà. Gorbatchev a été le premier en 91, puis ensuite Boris Eltsine et aussi Vladimir Poutine à reconnaître le massacre des 22 000 officiers et officiers de réserve polonais, toutes les îles polonaises massacrées dans un bois, dont certains prisonniers d'ailleurs avaient été transférés en Ukraine et ont été exécutés en Ukraine, tout à côté, dans la banlieue, dans les faubourgs de Kiev. Donc, bon. Mais on saura un jour, Vincent, qui a commis ces exactions. Oui. On sait toujours, mais on s'en fiche. C'est ça le plus frappant, en fait. On sait, par exemple, la plus grande guerre, la guerre la plus meurtrière qui a eu lieu dans ce siècle, dans ce millénaire, c'est au Congo. On parle de millions et de millions de morts.
tout le monde s'en fiche éperdument. Il y a un rapport qui a été fait par les Nations Unies, 10 ans d'enquête, 300 millions de dollars, je crois. Ça a coûté une fortune, invraisemblable. Et ils ont listé 600 massacres. Tout le monde s'en moque éperdument. Le rapport est resté dans un tiroir, il a été enterré. D'accord. Maître Golnadel, sur ce qui s'est passé à Boutcha, dans cette ville martyre, avec ces images de civils qui jonchent les rues, abattus d'une balle dans la tête, pour certains. J'ai pas grand-chose à ajouter à ce qu'a dit très bien Vincent Hervouet. Il y a le temps de l'émotion, et puis il y a le temps de la justice. Les deux temps sont extrêmement éloignés. Et quand le temps de la justice vient, tout le monde a oublié ce dont il s'agissait. Donc il y a des présomptions immenses. D'abord parce que c'est vrai que les Russes sont d'une rare brutalité. C'est pas la peine de remonter jusqu'à Katyn pour savoir comment se conduit la soldatesque russe. Qu'on a peine à imaginer tout de même qui ça pourrait être d'autre que les Russes, qui sont d'ailleurs en plus en colère devant leur impuissance. Hein. Mais en même temps, la vérité, la précaution me conduisent à vous dire qu'il faut faire attention. Il faut faire attention. Moi, je me suis occupé d'affaires où, par exemple, c'était censé être les méchants qui avaient été victimes en l'occurrence, c'était les Serbes qui ont été victimes de graves crimes en Krajina. Et la justice du tribunal pénal international n'est jamais passée. À Marcalé, c'était les Bosniaques, on le sait maintenant, j'ai plaidé ce dossier, qui s'étaient envoyés un obus sur eux-mêmes. Ça arrive de temps en temps, ces choses-là, mais c'est quand même l'exception. Donc tout conduit à penser que malheureusement, une fois de plus, les Russes se sont gravement méconduits et que le peuple ukrainien est une nouvelle fois victime d'exactions. Gilles Montré, un commentaire sur ce massacre de Boutcha? Oui, c'est comment nous, occidentaux, allons réagir. Donc là, comme l'a très bien dit Vincent Hervouet, on est dans l'émotion. Il y a plein de déclarations. Voilà. Pour dire l'horreur. On a entendu Mme Bachelet parler d'être horrifiée, on a entendu Pedro Sanchez parler de génocide, reprenant les mots de Zelensky. Mais au-delà de ça, on voit bien qu'il faut à tout prix mettre fin à ce conflit. Puisqu'on ne veut pas intervenir, puisqu'on ne peut pas intervenir, et que donc on constate que ces massacres atteignent un niveau que nous, citoyens, n'acceptons plus, eh bien, il faut aller vers une solution plus politique. De règlement. Et face à ça, j'ai envie de dire, les Européens ont su dans l'histoire à un moment dépasser un petit peu et tracer des perspectives de paix grâce à l'Union européenne. Je pense aux années 90, quand les pays de l'Est, on a été capable de leur dire, dès la chute du mur, vous serez européens. Puis ça a pris beaucoup de temps. Cette perspective européenne, c'est celle qui manque aujourd'hui sur la table. Parce que, comme vous le savez, la Russie, l'Ukraine, la Russie ne s'oppose pas à ce que l'Ukraine rentre dans l'Union européenne. Elle s'oppose à ce qu'elle rentre dans l'OTAN. Voilà. Mais c'est nous, bien sûr, Européens, qui avons toujours freiné des cas de fer, parce qu'il n'y a pas du tout de position commune sur le sujet. C'est ce dont nous accusent les Polonais aujourd'hui. Ils disent, mais de toute façon, regardez, les Allemands, les Français ne veulent pas vraiment aider, parce qu'ils ne veulent pas vraiment que l'Ukraine rentre dans l'Union européenne. Or, une telle perspective va devenir indispensable, parce qu'au-delà du règlement technique, de la paix, des fameux 6 points, des accords de sécurité, on voit bien que les Ukrainiens n'accepteront jamais de paix, maintenant que se multiplient les massacres, s'il n'y a pas une perspective qui soit vraiment historique et qui permette de sortir de ce conflit. On fait une petite pause. Je vous passe la parole dans un instant, Vincent Hervouet et Christian Proto, sur ce sujet précisément. On fait une petite pause et puis il y aura le rappel des titres de l'actualité. À tout de suite. De retour sur le plateau de Punchline sur CNews et sur Europe 1, on va écouter Joe Biden, le président américain, qui a une nouvelle fois traité Vladimir Poutine de criminel de guerre. Vous vous souvenez peut-être que j'ai été critiqué pour avoir traité Poutine de criminel de guerre. Vous avez vu ce qui s'est passé à Boutcha. C'est un criminel de guerre. Nous devons rassembler les preuves. Nous devons continuer à fournir à l'Ukraine les armes dont elle a besoin pour continuer à se battre. Et nous devons rassembler tous les éléments pour qu'il y ait un véritable procès pour crime de guerre. Ce type est brutal et ce qui se passe à Boutcha est monstrueux, tout le monde l'a vu.
Voilà pour les mots assez crus du président Biden. Ça vous étonne, Vincent Hervouette? Il maintient ce qu'il a toujours dit, hein, Biden. Oui, mais il finira par demander à ce qu'il soit au bout d'une corde, hein, comme Saddam Hussein, sous les insultes des bourreaux en plus. Hein. Oui, non, c'est Biden. Le bilan de sa politique étrangère depuis un an est à la fois affligeant et en même temps assez sidérant. De là à démontrer que Poutine a donné l'ordre d'exécuter des civils dans la rue de Boutcha, il y a un monde qu'on n'est pas prêt de traverser. En revanche, il y a une chose sur laquelle on pourrait l'incriminer au titre de génocide, c'est sa volonté de détruire une nation, de rayer de la carte l'Ukraine comme État. Parce que ça, il l'a dit, il l'a envisagé, et on peut estimer que la politique qu'il mène arrivera à cela. Mais bon, entendre le président américain comme si on était comme s'il était sur une estrade en train de prôner le lynchage du malveillant, c'est sidérant, quoi. Il n'offre aucune possibilité d'évolution du conflit. Il se battra jusqu'au dernier des Ukrainiens, vraiment. Comme toujours, sans envoyer un Américain sur le sol. Gilles Montré, pareil, même analyse. Il ne faut pas oublier que Joe Biden est en campagne électorale chez lui. Hein, il est très bas, il est à 40% d'approbation. Il y a pratiquement 70% des Américains qui trouvent qu'il gère mal la guerre en Ukraine. On l'a beaucoup attaqué pour ses propos, vous savez, sur le boucher, sur le criminel de guerre, le Washington Post, qui pourtant, qui est pas connu, voilà, qui est démocrate et qui est pas connu pour attaquer le président sur ses propos, a dit, écoutez, c'est incroyable, on peut pas passer toutes les gaffes de Joe Biden comme ça. Donc là, évidemment, il trouve une occasion de se poser à nouveau en chef de guerre, en chef de la démocratie, en chef de la justice, sur un vocabulaire très moral qui plaît à l'électeur américain, le bien, le mal. Le bien, le mal, voilà. Il se trouve qu'à côté de ça, les Américains, par ailleurs, continuent à être les mieux-disants en termes de sanctions, en termes d'aide militaire. Vous avez vu qu'ils ont encore aujourd'hui confirmé une rallonge supplémentaire de 300 millions de dollars au gouvernement ukrainien. Et on se souvient des images de Joe Biden en Pologne, recevant les ministres ukrainiens. Et donc il y a quand même toute une stratégie américaine pour se poser comme chef de file du clan occidental, qui doit nous interpeller, nous, comme Européens, parce que c'est nous qui payons le prix le plus cher, c'est nous qui sommes concernés en premier lieu, puisque ça se passe en Europe, et pour l'instant, Joe Biden a un peu la tête d'affiche de la croisade contre le mal. Un mot, Christian Proto, avant qu'on parle de la notion de crime de guerre très précisément. Oui, mais je pense qu'il est dans sa partition. Il est évident que la position des États-Unis sur cette affaire, elle est quand même, malgré tout, même si on est obligé de s'appuyer sur eux, comme souvent la géopolitique américaine est assez ambiguë. Hein. Alors, tout ça l'arrange. Mais si les relations qu'il y a eu avec la Russie depuis quelques années avaient été différentes, sans rentrer sur le débat de ce qu'est Poutine et tout, sur lequel j'ai comme tout le monde un sentiment qui n'est pas forcément sympathique vis-à-vis de lui, il n'empêche qu'on a mal géré ce problème de la sortie de la guerre froide et qu'on a continué à le mal gérer simplement parce qu'à un moment, les États-Unis, ça pouvait les arranger d'une certaine manière. Voilà, alors maintenant, il y a un problème, c'est cette guerre. Et elle est à quelques kilomètres de chez nous. On va revenir à cette notion de crime de guerre, parce qu'il y a une gradation, il y a le crime de guerre, crime contre l'humanité, génocide. On va faire le point avec ce sujet de Viviane Hervier, et puis je vous passe la parole, notamment à vous, Maître Golnadel. À tout de suite, on écoute. Même la guerre a ses lois, un principe qui remonte à l'Antiquité, mais il faudra attendre le 19e et le 20e siècle et ses conflits mondiaux pour que les nations signent des conventions afin de définir juridiquement les actes prohibés en temps de guerre. La Convention de Genève en 1864 protège les personnes qui ne participent pas au conflit, civils, personnel humanitaire, soldats blessés. Les conventions de la Haye, il y en aura plusieurs, interdisent l'usage de certaines armes, gaz asphyxiants ou toxiques, armes chimiques. Le concept moderne de crime de guerre a été défini plus récemment, en 1945, par le tribunal de Nuremberg, chargé de juger les criminels nazis. Assassinat, mauvais traitement, déportation des populations civiles, des prisonniers de guerre, exécution des otages, pillage, destruction sans motif des villes et villages. La liste est longue. Depuis son invasion de l'Ukraine, le 24 février dernier, la Russie a été accusée à plusieurs reprises de crimes de guerre, et notamment dans la ville de Boutcha, où les images de cadavres de civils jonchant les rues ont provoqué un tollé international. Le Kremlin dément, évoquant des falsifications et une mise en scène à destination de la presse.
Après enquête, c'est la CPI, la Cour pénale internationale basée à La Haye, aux Pays-Bas, qui sera chargée de juger les personnes accusées de crimes de guerre. Mais Vladimir Poutine n'a jamais ratifié le traité qui a permis l'entrée en vigueur de la CPI en 2002. C'est-à-dire, Vincent Hervouet, que jamais il ne sera jugé, Vladimir Poutine ou ses généraux, par la Cour pénale internationale. C'est le véritable crime de guerre, c'est de la perdre, la guerre. Et à ce moment-là, vous devez rendre des comptes. Autrement, vous risquez pas d'en rendre beaucoup. D'où la fuite en avant. Mais en plus, c'est des histoires, c'est des notions juridiques qui sont assez complexes parce que, par exemple, bombarder une ville et la réduire à l'état de parking comme Mariupol n'est pas forcément un crime de guerre. Le pillage est un crime de guerre. Bombarder des objectifs civils. Bon, les conventions de Genève établissent une sorte de guerre limitée. Par exemple, on fait une distinction très absolument radicale entre les civils et les militaires. Donc il y a un traitement qui doit être réservé aux militaires quand ils sont blessés, quand ils sont prisonniers, etc., etc. Mais les civils, il n'y a rien. Or, dans une guerre comme celle-ci, les civils se sont enrôlés. C'est le peuple en armes. Hein. C'est d'ailleurs ce qui fait l'admiration générale, c'est de voir effectivement l'esprit de résistance des Ukrainiens face à l'agression. Oui, mais alors là, vous rentrez dans une espèce de terrain où on ne sait pas très bien quelles sont les lois qui s'appliquent à ces civils en armes, qui ne sont pas avec un uniforme et qui ne sont pas dans une armée régulière. Bon, tout est compliqué. Donc, vous voyez, le juridisme en la matière est un peu... il faut être un peu sophiste, quoi. Mais juste un mot, il y a la Cour pénale internationale qui a quand même ouvert une enquête au mois de mars, je crois, et qui donc... avec sa lourde machine... Peut-être enquêter si elle peut venir sur le terrain... Oui, mais ça viendra. Ça viendra. Un jour ou l'autre, ça viendra. Maître Golnadel, sur les crimes de guerre qu'il faut juger, évidemment. Plus de 4000 crimes de guerre auraient été commis en Ukraine, selon la procureure générale du pays, depuis le début de l'invasion russe. Une chose est certaine, c'est qu'il ne faut pas rentrer dans des distinguos juridiques subtils pour savoir que lorsque des civils, notamment des femmes, sont violés, par exemple, le crime de guerre me paraît assez facilement caractérisable. C'est un crime. Voilà, c'est un crime. C'est un crime. Un crime de guerre. Oui, c'est un crime en temps de guerre. Oui, voilà. Mais ça sera un crime. Alors, ceci posé, quand vous êtes la Russie, c'est plus facile de passer à travers. Vous êtes déjà au Conseil de sécurité, vous ne pouvez pas être condamné au Conseil de sécurité, vous avez dans la main la Cour européenne, le Conseil des droits de l'homme, qui est comme ce sont des pantins qui sont représentés. Là, ils vont être exclus peut-être du Conseil des droits de l'homme. Je pense que ça ne va pas les faire frémir beaucoup. Non. Oui, attendez. Là-dessus, le tribunal pénal international, il refuse sa compétence. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas à Poutine de perdre la guerre. Il faudra en plus qu'il perde le pouvoir. Ça fait beaucoup de choses, vous savez. Donc on en est très très loin de tout cela. La réalité, c'est que c'est bien la force. C'est bien un pays qui sait se défendre. Ce qui force l'admiration pour moi, à l'égard de l'Ukraine, c'est pas le fait qu'il rentrerait dans l'Europe. C'est la population. C'est pas le fait qu'il rentrerait dans l'Europe. Ce qui force personnellement mon admiration, c'est que c'est ce pays, cet État souverain, ce peuple souverain en armes et qui sait se défendre contre l'un des pays les plus forts du monde. C'est encore la meilleure façon de ne pas subir les crimes de guerre. Vincent Hervouet, et puis Gilles Montré. Oui, non, d'un mot, juste, j'avais une réserve par rapport à ce que disait William Golnadel sur la Russie qui se moque des... Il y a quand même une espèce de machine qui s'est mise en route, alors qui est à la fois ridicule comme, par exemple... ce musée de Londres qui vient de rebaptiser les danseuses russes de Degas, un tableau, seront désormais des danseuses ukrainiennes. C'est vraiment, mais c'est National Gallery quand même. Bon, c'est ridicule, mais vous voyez que l'ambassadeur de Russie en Lituanie est expulsé. Vous voyez que l'ambassade l'Allemagne vient d'expulser 40 diplomates. 40 diplomates. Il y a un moment où, si vous voulez, cette espèce de mise au piquet, de mise au coin de la Russie aura des conséquences
et sans doute fragilisera plus le régime qu'il ne s'y attendait. Personne ne pensait qu'il y aurait cette espèce d'opprobre général après cette campagne. Il y avait encore quelque chose que personne ne pensait, c'est que l'armée russe se fracasserait à ce point. Oui, c'est vrai. Ça, c'est quand même... Mais ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup. Donc je pense quand même que, même si on est très pessimiste, je pense que ça ébranlera au bout du compte quand même le pouvoir de ce régime. Oui. Phil Montré. Non, je voulais souligner ancien diplomate à Moscou. Que Zelensky lui-même n'attaque jamais la Russie comme peuple, le peuple russe. D'ailleurs, il s'adresse au peuple russe il s'adresse aux soldats en disant reculez, désobéissez, refusez. Il s'adresse au peuple russe en disant aux mamans russes, aux babouchkas russes en disant vos enfants sont en train de se faire tuer en Ukraine. Il y a toute cette propagande qui a été faite directement à la direction des Russes. Et on est très loin, effectivement, comme disait Vincent Hervouet, d'une espèce de russophobie qui s'est emparée de certains pays, certains milieux. Alors en Italie, on interdit Dostoïevski et Tolstoï. Alors là, évidemment, on arrive à l'absurdité. Comment est-ce qu'on reconstruit ? On n'est pas là pour dire la destruction, elle se passe en ce moment en Ukraine, du fait de Vladimir Poutine. Comment est-ce qu'on reconstruit ? Et c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre la perspective européenne de l'Ukraine. C'est là que je rebondis sur que Gilles William Goldnadel. Évidemment qu'à un moment, l'Europe est un projet politique. D'ailleurs, on a fait plus de progrès dans notre construction européenne depuis 40 jours de conflit en Ukraine que depuis les 4 années qui sont passées. On a enfin réussi à avoir une politique de commune pour décider d'envoyer des armes. On a enfin décidé, ce qui paraissait quand même une évidence, d'acheter ensemble du gaz, et pas que par rapport à la Russie, par rapport au reste du monde. Donc on construit l'idée qu'on a des intérêts communs. Eh bien, ces intérêts communs, ils sont aussi par rapport à l'Ukraine. Et je reprends le parallèle. Au moment de la chute du mur, on avait des pays qui étaient eux aussi très éloignés encore du centre, du barycentre européen, par leurs pratiques. Il y avait des pays qui étaient très corrompus dans le sud-est de l'Europe. C'est pas grave, on a été capable de dire, on est à un moment historique. Et si les dirigeants européens n'en se sentent pas le mandat, j'ai envie de dire, comme Zelensky qui demande à son peuple de ratifier un futur accord de paix, eh bien très bien, que nos dirigeants nous demandent, à nous citoyens européens, qu'est-ce qu'on pense Vous voulez intégrer un pays qui est en guerre ? Non, vous voulez intégrer un pays on veut tracer une perspective sans la Crimée, sans une perspective qui va prendre de toute façon 5 à 10 ans. On le sait, mais on le dit dès maintenant, comme on a su le dire en 90. Moi, je vois une seule chose, au-delà des grandes déclarations des représentants des États européens. Je vois simplement qu'ils savent rendre hommage à un État souverain qui ne fait pas partie de la communauté européenne. Vous n'avez pas de défense commune européenne. Le pays qui était agonie d'injures le plus en Europe, c'est la Pologne. C'est la Pologne qui reçoit le plus d'Ukrainiens actuellement. Et vous avez un type aussi qui était abominé en Europe qui s'appelle Monsieur Orban et qui vient d'être élu triomphalement.